C'est comme si moi je lui avais balancé, eh mec, j'ai fait la teuf avec ton fils hier soir, on s'est vachement éclaté. Oui, mais l'effet. Donc le problème, moi, quand j'ai commencé à régler les comptes, j'ai envoyé à Cyril des photos un petit peu compromettantes de Benjamin et de mon mari. Aïe, 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 Sylvie. Ce qui s'est passé hier soir est très, très grave. À savoir, je ne m'en lasserai jamais, ma Sylvie Ortega. Bah, je pense que c'est devenu un petit peu iconique, surtout quand j'ai dit comme ça, je suis seule. C'est mon choix. Oui, c'est mon choix d'être seule. C'est mon choix d'être seule. Ok. Ah, mais à chaque fois que je te reverrai, je te le referai. Et on adore. Et on adore, je ne peux pas m'en empêcher. Pourtant, ce jour-là, j'étais très très sérieuse. C'était sur le plateau de TPMP, tu te faisais accuser de tous les côtés, on s'en rappelle, tu étais en conflit avec Eril Priel, Loana, Benjamin Castaldi, etc. etc. Oui. On est d'accord? Oui, c'est eux qui ont un conflit avec moi. Oui. Aujourd'hui, ça va mieux? Ah bah non, mais moi je connais pas ces gens-là, donc ça peut pas aller mieux. Enfin, à la limite, ça m'indiffère complètement. Bon, on rentrera plus en profondeur tout Bien à sûr. l'heure. Mais pour l'heure, Sylvie, déjà, j'ai envie de te dire que je suis très heureux de te recevoir. Parce que c'est la première fois qu'on a l'opportunité. Tu étais venue sur Aja, le talk show. Oui. Iconique aussi, hein, Iconique, ce plateau. on avait bien rigolé. Tu es revenu même une seconde fois sur Aja en direct pour Halloween. Bien sûr. Voilà, on a passé encore un excellent moment avec des moments sans filet, voilà, qu'on ne peut pas prévoir, puisque forcément c'est en direct. Et là, on est ensemble pour une interview en toute intimité pour parler de toi, de ta vie, de tes expériences, de tes amours, de tes projets, de qui tu es. Et j'espère qu'au cours de cette interview, tu pourras par moments lâcher ton masque médiatique et ton masque social. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à parler de moi. C'est toujours très compliqué de parler de soi. Et déjà que c'est compliqué de parler des autres, oui. sans être jugé. Donc parler de soi, c'est vrai que c'est pas évident. Sylvie, il y a énormément de rumeurs qui courent sur ton âge. On ne sait pas quel âge tu as. Et attention, hein, je suis le premier à le dire, moi non plus, la plupart des gens ne savent pas véritablement quel âge j'ai. Mais toi, c'est vrai que on ne sait pas. Voilà, si tu as 80 ans, 72 ans, 58 ans, 37 ans, 26 ans. On adore. Comment ça se fait? Est-ce que ça signifie, est-ce que ça veut dire que tu as un problème avec l'âge? Alors, je n'ai aucun problème avec mon âge, pas du tout. Et je suis fière d'être comme je suis à mon âge avec 2 enfants. Voilà. Mon âge est venu tout simplement avec mon mari, avec Ludo. C'est parti d'une histoire vraiment très intime, dans l'intimité, complètement débile. Et en fait, un jour, il a parlé avec quelqu'un de la presse. Et il m'a donné un âge comme ça, qui n'avait strictement rien à voir avec mon âge. C'était un âge plus jeune ou plus âgé? Un âge, voire même très très jeune. En plus de ça, bon, il y a des années, donc j'étais beaucoup plus jeune, effectivement. Et donc c'est resté comme ça. Et donc ils en ont conclu qu'il fallait garder ce secret, qui n'est pas vrai, enfin qui n'est pas un secret, mais voilà, c'est comme ça. Et maintenant que Ludo n'est plus là, je vais essayer de tenir cette parole, peut-être qu'un jour je le dirai. Pourquoi c'est important pour toi de conserver le mystère? Ou alors est-ce qu'aujourd'hui tu peux être clair et nous dévoiler ton âge? C'est pas un mystère, c'est-à-dire que même si je dis mon âge, on va pas me croire, on va me dire mais non, elle déconne, elle se dit plus jeune alors qu'elle est plus vieille. Si je dis plus vieille, on va me dire mais non, c'est pas possible, elle s'est refait tout de A à Z. T'as entre 40 et 50? C'est pas possible d'être comme ça. T'as entre 40 et 50? Évidemment, c'est à partir du moment où maintenant j'ai parlé un petit peu de mes enfants, en sachant que j'ai des enfants, on s'imagine bien que je ne peux pas avoir 30 ans. Voilà, bien que je les ai eus très très tôt. Ok. Voilà. Mais je pense que bon, tant que ça intéressera les gens et qu'ils se poseront des questions, je laisserai comme ça. Parce que c'est tellement drôle de se poser des questions sur un âge alors que c'est ridicule. Je ne vois pas pourquoi c'est une passion. Ça devrait passionner personne. Il y a d'autres choses de beaucoup passionnant que ça, que de savoir l'âge de quelqu'un. Je peux comprendre et je pense que tu as raison. Mais il y a la chirurgie aussi qui intéresse beaucoup les personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux parce que tu clames haut et fort n'avoir jamais fait de chirurgie esthétique, on est d'accord. Mais la plupart des personnes qui sont sur les réseaux sociaux ne te croient pas. Oui, mais on adore ça aussi. Les gens qui ne me croient pas et qui me détestent, ce sont mes plus grands fans.
parce qu'ils sont perchés H24 sur mes réseaux sociaux, en train de voir ce que je fais. Et c'est eux qui me font le plus de vues. Hein. Et donc, t'en joues, quoi, quelque part, c'est ça? Mais j'en joue pas, c'est que ça m'intéresse pas de rentrer dans un discours qui n'a pas lieu. C'est parce que t'as pas envie de dire si t'as fait de la chirurgie? Ah bah si, bien sûr, si j'en avais fait, j'aurais dit. Donc, t'en as pas fait? En l'occurrence, j'en ai pas fait. Par contre, je compte le faire peut-être le mois prochain ou dans un mois et demi, me refaire le nez. Pourquoi? Voilà. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis 20 ans, mais ayant été dans les plus grandes agences de mannequins, j'avais pas le droit de le faire. Voilà, parce que c'était ma personnalité, c'est ton unicité. Voilà. Mais mon nez me déplaît, et encore, j'aurais pu le faire depuis 5 ans, mais il me déplaît, mais pas au point de... Voilà, parce que j'ai pas couru directement le faire. Déjà, j'ai un gros problème. Moi, je suis une fumeuse, mais comme c'est pas possible, donc à partir du moment où on est fumeur, et ça, un chirurgien esthétique ne pourra pas le nier, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, hein. Mais moi, tout ce qui est injection de graisse ou quoi, je n'ai pas le droit, puisque je suis une grosse fumeuse. Mais il y a plein de fumeurs qui font des BBL, qui font des injections de Botox, qui font des injections d'acide hyaluronique. Ils mentent. Si le médecin leur demande, vous prenez un traitement médicamenteux, elles vont dire non. Vous fumez beaucoup ou vous buvez, elles vont dire non pour pouvoir avoir ce qu'elles veulent. Et après, ça fait des dégâts, évidemment. T'as jamais fait de BBL parce que t'as un galbe extraordinaire. Alors, mon galbe, alors... On peut le voir? Ouais. Alors, déjà, j'explique. J'ai été une très, très grande anorexique. J'ai pesé jusqu'à 28 kilos. On m'a fait chier avec ça. T'es maigre, t'es maigre, t'es maigre. Voilà. Donc, maintenant, c'est vrai que j'ai pris mon courage à deux mains. Pour faire du sport. Bon, déjà, j'allais dire à savoir qu'en tant qu'ancienne danseuse classique et mannequin, on a un corps filiforme. Voilà. La poitrine se développe moins quand on fait beaucoup de danse classique, on n'a pas un cul super galbé, voilà. Maintenant, j'arrive à un âge, effectivement, où je me suis pris un petit peu en main et j'ai fait du sport. Et comme je fais beaucoup de partenariats, j'ai eu l'idée de faire un partenariat avec un institut, comment ça s'appelle, qui fait les... La radiofréquence? Non, on te met, je trouve plus le mot. On te met des trucs qui te grossissent les fesses? Tu sais, qui te... qui stimule le muscle. Voilà. Électrostimulation. Et je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est équivaut à 20 000 pas squat, mais je ne sais plus quoi. Oui, le truc comme ça, là. Enfin bref, ouais. J'en ai fait, donc j'ai fait honorer mon partenariat comme il se doit, en plus c'était sympa. Bon, 4e séance, je me dis non, il n'y a rien, voilà. Et moi, quand je fais des partenariats, j'aime bien avoir un résultat avant d'annoncer à ma communauté de leur vendre du rêve, alors que c'est pas vrai. 5e, 6e, je vois que ça commence, les cuisses, les fesses, à faire super effet. Mais c'est incroyable. On peut voir? On va voir. Et alors, j'en ai abusé, évidemment. J'ai été jusqu'à 12-13 séances. Et là, c'était la catastrophe, parce que j'ai vraiment vu. Et entre-temps, j'ai un coach sportif aussi, que je n'honore pas d'ailleurs, toujours les cours, et qui m'a fait faire beaucoup de sport. Voilà. Eh ben, montre-nous le résultat. Pas à outrance, parce que je déteste ça, je n'aime pas courir. Mais là, même depuis que je n'en fais plus, mon galbe redevient normal, quoi. Donc, ça veut dire que si je fais des électros... Oui. Vas-y, tourne-toi. Si je fais des électrostimulations comme toi, voilà, j'ai ça. Je cambre un peu. Hein. J'ai ça avec des séances d'électrostimulation. Mais tout le monde a ça. À partir du moment où on a déjà un corps pas trop mal, évidemment, on ne va pas prendre une personne... Mais tu mets à l'amende des chirurgiens, là. Il ne faut plus faire de BBL, en fait. Mais oui, mais c'est la réalité. Et ça m'a pas pris beaucoup de temps. Ça m'a pris, je te dis, entre 12 et 13 séances. Moi, je ne peux rien faire. Je suis une grosse fumeuse. J'ai été en Turquie, j'ai été un peu partout faire des partenariats pour faire, je dis bien, en visite. Hein. En tant que, si tu veux, pour faire... des comment ça s'appelle je trouve plus le mot pour faire des visites, quoi, des reportages, voilà. Et puis pour donner à ma communauté ce que j'ai vu de bien et ce que j'ai vu de pas bien, afin qu'ils choisissent quelque chose de bien. C'est du médical, je suis pas médecin. Ah oui, il faut faire super attention. Il faut faire super attention. Donc on me demande souvent, moi j'ai pas, bon, à part voir des filles refaites à neuf du pied à la tête, je vois aussi beaucoup de dégâts à travers ça.
Donc, c'est vrai que j'ai visité pas mal de choses et j'en ai parlé. De toute façon, moi, j'aime pas les gros culs déjà d'entrée. J'aime pas les formes. Ça, c'est un peu resté dans ma tête en tant qu'ancienne anorexique. Tout ce qui est sein, j'aime pas. Bon, là, j'ai fait une exception de mettre un Wonderbra parce que voilà, c'est pour le fun, tout ça. Mais sinon, je déteste les formes. Tu viens d'Espagne, Sylvie. Yes. Sylvie Ortega Munoz. Ouais. C'est comme ça qu'on dit? Normalement, c'est Sylvie Ortega de Celeno Munoz. Ok. Tu as vécu en Espagne? Oui. Comment elle était ton enfance? À quoi ça ressemblait? Est-ce que tu te souviens de la petite fille que tu étais? Ah bah oui, complètement. Bah oui, bien évidemment. Alors, était comment la petite Sylvie? Alors, la petite Sylvie, déjà, elle a eu des parents super top, très très top. Des parents aimants, des parents toujours là. Maman avait même arrêté de travailler pour s'occuper de ma soeur et de moi-même. Et maman elle jouait beaucoup avec nous. Maman est très présente, papa est très présent. J'ai une enfance fantastique avec mes parents. On n'a manqué de rien. On a vécu, mais dans un amour un peu trop. Je sais pas. Et encore, ça, à l'heure d'aujourd'hui, ça continue, puisque mes parents m'appellent 3-4 fois par jour. Ah, donc tu as une relation encore très fusionnelle avec tes parents? Oui, pourtant, des fois, on s'engueule avec papa, jamais. Mais avec maman, oui, elle a un caractère très très fort. Hein, on se ressemble beaucoup avec ma mère. Et voilà, donc la petite fille que j'étais une petite fille. Mes parents, ils ont eu beaucoup de chance parce qu'on était deux filles sages. Donc tu as une sœur? Ouais, j'ai une sœur. Et moi, j'étais quand même quelqu'un de très actif. Très actif. Tu as toujours eu ce caractère très exubérant? Ouais, ça fait partie de ma personnalité. En fait, je ne me rends pas compte. C'est mon caractère qui est comme ça, donc je ne peux pas juger. Je ne sais pas si je suis exubérante ou pas. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui... c'est naturel, c'est comme ça. T'étais extravertie aussi, petite? Ouais. Ouais. C'est-à-dire, pas timide, t'allais vers les autres, tu donnais ton avis? Je suis pas timide. Maintenant, aller vers les autres, j'aime pas vraiment aller vers les autres. Les gens m'intéressent pas spécialement. Pourquoi? Les gens m'intéressaient un petit peu plus avant. Maintenant, on est dans un système un peu différent. Donc, je finis par plus avoir de compassion parce que quand toi, il t'arrive vraiment un gros problème, ben, le jour de ton problème, tout le monde te dit, même tes amis qui ne sont pas des amis au final, te disent comme ça, mais t'inquiète pas, Sylvie, on est là, je suis là, tu peux compter sur moi, il y a ci, il y a ça. Et le jour où j'y arrive, il n'y a plus personne, tout le monde prend la fuite, tout le monde se barre. Donc l'être humain te dégoûte? Comment? L'être humain te dégoûte? L'être humain ne me dégoûte pas, non, parce que déjà je suis une être humaine, mais je veux dire, je ne trouve pas trop ma place dans cette société qui ne me ressemble pas. Non, mais oui, j'aime les gens, évidemment, j'aime les hommes, évidemment. Mais j'adore la compagnie des animaux, je préfère la compagnie des animaux. Tu penses que tu reflètes quelle image auprès du public? Alors, je reflète plusieurs images. Il y en a qui me disent comme ça, donc on va commencer par les côtés positifs. Il y en a qui me disent que je suis resplendissante et que je suis spontanée et que je suis un bonbon, une guimauve, que je suis super adorable. Voilà, il y en a qui me trouvent toutes des qualités du monde. Et à côté de ça, il y en a qui me trouvent tous les défauts du monde. Mais bon, c'est leur problème à eux. Moi, je ne les connais pas après toutes ces personnes. Du moment que moi, mes enfants sont fiers de moi, le reste m'indiffère très honnêtement. Et tes proches, tes parents avec qui tu es fusionnelle, avec qui tu es en contact régulièrement, ta sœur, tes enfants, comment ils voient la Sylvie médiatique? Parce que j'imagine qu'elle est quand même différente de la Sylvie familiale. Non, la Sylvie familiale, elle est exactement chez elle, à part qu'elle est mère de famille et qu'elle s'occupe de ses enfants. Et malgré qu'ils sont très très grands et qu'ils s'occupent d'eux-mêmes, mais ils ont tendance plus à s'occuper de moi. Voilà. Mais mes parents, pour eux, que j'ai 20 ans, 30 ans, 40, 45 ans, je reste leur enfant. Oui, mais quand ils voyaient tes clashs sur tes PMP, ils détestent ça. Je veux dire, en tant que parent, ils te disaient quoi? Voilà, ils sont de mon côté, évidemment. Mais par contre, ils m'ont dit, attends Sylvie, on te fout un tocard devant toi, tu t'es énervée. Bon, ils sont habitués, ils savent que je suis impulsive quand même. Mais, donc ils t'ont reconnu? Ouais, ils m'ont reconnu parce qu'ils ne m'ont pas reconnu dans la vulgarité par contre. Voilà, quand je dis t'es un fils de merde ou l'autre, en même temps t'es un fils de merde, ça ne veut pas dire, j'ai pas dit le mot qu'on dit en général, voilà.
Enfin bref, ça m'est sorti comme ça, et puis c'est mon naturel qui ressort. Et il y a des sujets qu'il faut pas, parce que ça ne regarde personne. Voilà. Donc, non, avec mes enfants, moi c'est le jogging. D'ailleurs, je suis souvent en jogging, hein, voilà. Et jogging, basket, déjà parce que mon corps me le permet. C'est une parenthèse. La petite parenthèse rigolote. Hein. Ouais, non, j'ai mon fils dans le lit, j'ai mon fils voilà, qui m'engueule aussi, qui me fait retirer les photos d'Insta. Voilà. T'as déjà eu honte de l'image que tu pouvais refléter? Pas du tout. Non. Non. Moi, la honte, je connais pas. J'ai pas fait de tôle. Et encore quelqu'un qui fait de la tôle, il n'a pas spécialement à avoir honte. Ça dépend pour quel délit il a été arrêté. Mais moi, je n'ai pas honte, non. Tu penses que tu fais peur au milieu médiatique? Je sais pas, j'ai aucune idée. C'est leur problème à eux. De toute façon, les gens à qui je peux faire peur, c'est parce qu'ils savent que j'ai des choses sur eux de concrètes, avec des preuves à l'appui. Enfin, de toute façon, moi, à chaque fois que j'avance ma gueule, j'ai une preuve à l'appui. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand, par exemple, tes PMP s'intéressaient à toi, te faisaient venir sur le plateau, etc., est-ce qu'on te faisait venir pour vraiment s'intéresser à celle que tu étais, ou alors pour les clashs que tu pouvais faire et susciter? Un peu pour les deux, je pense. Un peu pour les deux, parce qu'ils savent qu'avec moi, je suis naturelle, et puis que je vais ouvrir ma gueule, donc ça intéresse. En bien ou en mal, ça intéresse. Évidemment, ça donne pas une belle image de se fracasser sur un plateau télé. Évidemment. Moi, j'aime pas les bad buzz. Moi, j'aime bien avoir une actu quand elle est jolie. En l'occurrence, ça, c'est pas de l'actu pour moi. C'est du blabla. C'est du blabla qu'on oublie. Et pourtant, là, qu'on n'oublie pas parce que ça avait fait vraiment une audimat de fou. Comment tu gagnes ta vie, Sylvie? Puisque tu avais confié, il y a des mois où je peux gagner 12 000 € et des mois zéro. Voilà, ouais. Je peux gagner 2 000, comme 3 000, ça peut monter à 12 000, comme à 0, comme à 500 balles, 1 000 euros. C'est complètement aléatoire. Hein. Aléatoire. Donc c'est vrai que je voyage beaucoup, donc ça me permet de gagner ma vie. Comment tu gagnes ta vie en voyageant? Alors je voyage, je fais... je visite des hôtels, pareil. C'est un peu en mode reportage. Et puis je m'aperçois quand même que à l'étranger, les contrats, ils ne négocient pas pendant 15 ans. Quoi. On me demande mes tarifs, on se met OK. Voilà. Mais il n'y a jamais de problème. En France, ils veulent ton image, ils veulent que tu portes leurs fringues, leurs bijoux, leurs machins, leurs trucs. Mais bon... Voilà, ils te descendent les prix, jusqu'à ce que tu le fasses gratuitement. Donc tu préfères bosser à l'étranger, c'est ça? Largement, oui, bien sûr. Donc tu es influenceuse? Je me considère... Oui, enfin, on dit que je suis influenceuse, mais je refuse beaucoup de choses. Les influenceurs, les vrais influenceurs, ils refusent rien, ils prennent tout. Moi, j'ai la chance de pouvoir choisir... C'est un tort parce que justement, il y a des mois où je me fais que 1000 balles au lieu de faire 15 000 ou 20 000 boules. Mais pourquoi tu fais pas comme certains qui t'a tout accepté, qui t'a arnaqué mais ta communauté? parce que c'est pas dans mes convictions. Mais il y en a beaucoup qui le font. Mais c'est leur problème à eux. Moi, le problème de celle qui va vendre de la merde, c'est pas mon problème. Mais comment tu le vois ça? Parce que toi, justement, tu es en train de nous dire que des fois, tu peux te faire que 1 000 € tellement tu refuses. Comment tu vois toutes ces grandes influenceuses, dites grandes influenceuses, qui sont dans des programmes de télé-réalité, qui cartonnent, etc., qui ont des millions d'abonnés et qui se retrouvent au cœur de scandales avec des personnes qui reçoivent jamais leurs produits? Tu viens de le dire, elles sortent de la télé-réalité, elles sont jeunes en général, elles ne dépassent pas la trentaine d'années en général. Et donc, quand tu as 20 ans ou 25 ans, tu vois le fric, tu peux t'octroyer plein de choses et tu n'en as rien à foutre d'arnaquer qui que ce soit. C'est excusable, l'âge? Oui et non. Oui, parce que qui te dit pas que... Moi, c'est pas dans mes convictions, j'ai pas été élevée comme ça. Mais qui te dit pas que si j'avais été très très fauchée à 18 ou 20 ans, je l'aurais peut-être fait.
vaut mieux faire ça que de se prostituer ou de faire des films de cul. Enfin, moi, à mes yeux, c'est pas un jugement sur une prostituée ou sur des films de cul. C'est pas ça. Chacun son métier. Il y a pas de souci. Moi, j'ai des amis, des amis entre guillemets, des connaissances. Il vaut mieux arnaquer que vendre son corps? Non, non, non. Mais rien n'est glorieux. Mais j'ai un peu plus de respect pour une vraie péripatéticienne plutôt que pour une nana qui arnaque quelque chose. Quelqu'un. Dans un post Instagram, Sylvie, tu as écrit en légende, donc tu me l'évoquais juste avant, oui, j'ai été une grande anorexique pendant des années, une véritable souffrance chaque seconde, des années de thérapie et d'hospitalisation, et non, je n'en connais toujours pas la raison. Est-ce que tu te souviens quand est-ce que cette maladie, l'anorexie, t'a touchée? Pas vraiment. À l'âge de 15 ans, moi, je sais que j'ai été formée très très tard. Hein. Ah. Là, ça a 18 ans, j'avais pas de sein. On va rentrer un peu dans les confidences, mais j'ai eu mes premières règles, j'avais presque 18 ans. Ma soeur les avait déjà depuis l'âge de 15 ans. Voilà, moi j'ai toujours été très très filiforme. Donc, pourtant je mangeais très très bien. Et puis, c'est venu comme ça. Mais c'est une période que je me souviens très très bien. C'est venu, toi, tu as l'impression que c'est venu du jour au lendemain? Non. Ou tu t'en es pas aperçu? C'est-à-dire que l'anorexie, on s'en aperçoit un petit peu parce que, je dis ça peut-être maintenant, aujourd'hui, avec du recul, mais c'est quelque chose que tu maîtrises. Moi, j'aime bien être dans la maîtrise. Dans le contrôle? Dans le contrôle. Et donc, tu contrôlais chaque aliment donc et donc ton poids? Je contrôle, ouais. Je contrôle et c'est ça que j'aime. Pouvoir contrôler, me contrôler et être dans la maîtrise de moi-même. Voilà, en ce qui concerne mon corps, en général. Et donc, ouais, j'ai sombré, mais grave dans l'anorexie. Je fais 1m78, pour pas dire 1m79, et j'ai pesé jusqu'à 28 kilos. Et je me trouvais encore grosse. Tu as dit justement, on m'alimentait via des sondes, j'ai frôlé la mort plusieurs fois, j'ai pesé donc jusqu'à 28 kilos, et malgré mes 1m78 et mes 28 kilos, j'avais une pêche d'enfer. Une pêche d'enfer. Ça m'est arrivé de ne rien manger pendant plus de 30 jours. Oui, c'est la vérité. Et à l'heure où je vous parle, je ne sais toujours pas m'alimenter normalement. Non. Et sainement. Non. Alors là, j'ai une alimentation. Bon, par contre, je ne mangeais pas pendant un mois, ça c'est une certitude. Mais comment tu te nourrissais? Avec du coca. C'est le coca d'ailleurs qui m'a sauvé la vie. Hein. Le coca était ton alimentation? Le coca était mon alimentation et en plus quand je le buvais, j'allais le vomir parce que j'étais en plus une anorexique vomisseuse. Donc tu te lèves avec ça, tu te lèves avec la balance elle prend un vol, tu vas aux toilettes faire pipi avant de te peser pour qu'il n'y ait vraiment rien, tu enlèves ta chemise de nuit pour te peser et si tu vois qu'il y a 300 grammes en plus, tu pètes un plomb, ta journée elle est niquée. Ouais, t'as une pêche d'enfer. Moi, j'avais une pêche d'enfer. Hein. Comment ça se fait que tu avais une pêche d'enfer? Parce qu'à 28 kg, 1m79. Parce que la plupart des anorexiques, d'ailleurs, on a une pêche d'enfer. Et on sait super bien faire à bouffer. Je suis un vrai cordon bleu. Alors que personne ne prenne ce discours comme un exemple. Hein. Non. Je préfère le dire en se disant, si je fais ça, je vais avoir une pêche d'enfer. C'est extrêmement dangereux. Et tu le sais, Sylvie, t'as frôlé la mort. Attention, moi, perso, j'avais une pêche d'enfer. Et les anorexiques que j'ai connus à l'hôpital avaient aussi une force terrible et une pêche d'enfer. Une force, je parle musculaire. Enfin, on n'a pas de muscle, mais on a de la force. Voilà. Et comme c'est pas des conneries, voilà, ça va paraître bizarre, mais les gens qui connaissent une maladie ou qui ont fait déjà psychiatrie le savent très bien, on a un QI super développé en tant qu'anorexique. Tous les anorexiques. Voilà. Est-ce que ce ne serait pas justement une hypersensibilité ou ce QI hyper développé, une intelligence peut-être de la vie supérieure, sensorielle, peut-être même qui échappe à d'autres personnes, qui fait qu'il y ait ce besoin de contrôle et cette maladie qui rentre dans le quotidien? Bien sûr, mais il ne faut pas confondre un QI avec une culture. Tu peux avoir un QI super élevé et être pas du tout cultivé. Voilà, c'est pas pareil. Moi, quand on m'a fait passer les tests, c'est des tests. C'est pas, on ne parle pas d'histoire géo, on ne parle pas de machin comme ça. Voilà.
Donc déjà, les gens, ils disent, elle a un QI de 154, c'est impossible. Mais déjà, j'ai envie de leur dire, déjà, c'est ce que toi, tu as passé le QI, le quotient intellectuel. Voilà. C'est-à-dire que l'image que tu reflètes est à l'opposé de tes 154 de QI, c'est ça? Aux yeux de certains. Non, mais ouais, mais bon, en même temps, on m'a jamais vu vraiment, bon, à l'époque, oui, mais maintenant, où il y a la nouvelle jeunesse, où il y a beaucoup de réseaux sociaux et on peut te juger facilement, ils ne m'ont jamais vu à l'œuvre de mon travail, ils ne m'ont jamais vu à l'œuvre dans une discussion politique ou littéraire ou art ou autre. À chaque fois que j'ai intervenu sur des plateaux, c'est pour me foutre des tocards en face de moi qui sont complètement malsains, pas dans la bienveillance et complètement arriérés. Donc, que veux-tu répondre à ça? C'est qui les tocards en face de toi? Bah, j'ai eu beaucoup de tocards. Quand on m'a mis, l'ex-ami de Loana. Éric Preyeur? Mais comment des personnes comme ça peuvent exister? Il a le droit. Il n'y a rien de constructif. Et sur un plateau de TPMP, les chroniqueurs, ils te déstabilisent complètement parce que tu n'as... Alors évidemment, on ne peut pas savoir de quoi je parle. On ne peut pas savoir de quoi je parle parce qu'on me donne la parole. Après, il y a un autre chroniqueur qui va te poser une autre question. Bah, déjà, laisse-moi finir la première question, la réponse, et je te donnerai après la suite. Mais bon, c'est fait comme ça. Donc, en fait, tu parles beaucoup, mais tu n'as pas le temps de rien dire. Voilà. Et toi, est-ce que tu avais le temps, pour revenir à notre sujet, de réaliser la maladie que tu avais pendant que tu l'avais? L'anorexie. Ah bah oui, j'ai eu du mal à l'accepter au début parce que moi je me trouvais pas maigre du tout. Voilà. À 28 kilos, tu te trouvais pas maigre? Non. D'ailleurs, tu as même dit qu'il y a des photos que tu ne montrerais pas parce que tu ne veux pas choquer. Non, et puis je veux pas que ce soit un exemple pour certaines, parce qu'il y a quand même certaines personnes, quand j'étais, surtout mes copines mannequins, elles me disaient t'as un corps magnifique. Mais tu souffrais? Attends, tes copines mannequins te disaient que tu avais un corps magnifique à 28 kilos? Ouais. Mais tu souffrais de cette maladie? Je la vivais. Je la vivais. Tu la vivais ou tu la subissais? Je la subissais. Mais c'était aussi ma vie. Donc je la vivais. Et à l'époque, j'étais très très active. J'avais les enfants qui étaient petits. 6h du mat, j'étais debout. Les petits-déj, les machins, et c'est pas de tartine de Nutella, moi. Je faisais des vrais petits-déj, les bisous, les machins. Et aujourd'hui, puisque tu nous expliques que cette maladie, elle est quelque part toujours dans ton quotidien, ancrée dans ton cerveau, elle reste en mémoire. Oui. Est-ce que tu en souffres aujourd'hui? Bah, c'est pas glorieux ce que je vais dire, hein, du tout. Mais j'assume carrément ce que je vais dire. Il y a des fois, je me dis, j'aimerais bien avoir ce corps que j'avais il y a encore 5-6 ans en arrière. Donc t'es pas guérie? On n'est jamais trop guéri de l'anorexie. Celle qui va dire qu'on est guéri, elle se voile un peu la face. Tu te trouves comment là? J'ai du mal à assumer. Ben, je commence à assumer parce que la preuve, j'ai un Wonderbra. À une époque, j'aurais jamais de la vie. Par contre, il y a quelque chose que je ne peux pas faire, c'est manger devant quelqu'un. Je déteste les restaurants. Pourquoi tu as peur d'être jugée? Non, j'aime pas. Déjà, j'aime pas les restos. On mange tous ensemble. Les tables sont collées, tu peux pas parler. L'autre, il regarde ce que tu as dans l'assiette. Tu trouves ça ridicule que des êtres humains se réunissent dans un endroit pour manger tous Ah bah j'aime pas. Ah bah oui, on dirait, ouais. Ma fille, elle adore les restos. Elle a une passion. Ça, elle tient ça de Ludo. Ludo adore, il fallait aller au restaurant tous les jours. Moi, je déteste les restos. Mais par quoi? Par gêne? Par honte qu'on te voit manger? Non, parce que ça me fait chier d'y aller, ça me fait chier de m'asseoir, bonjour, machin, tu choisis quoi Mais parce que si je me trompe pas, c'est une particularité qui fait partie de la maladie de l'anorexie. Il y a énormément de personnes qui ont connu cette maladie, qui témoignent et qui disent en effet que manger devant des autres est une épreuve. Oui. Parce qu'ils ont peur d'être jugés, peur d'être regardés, parce que l'aliment, le fait d'avoir faim devient honteux en fait. Ouais, non, alors moi je suis plus à ce stade où j'ai honte de manger devant les gens parce qu'ils me voient manger, c'est pas ça. C'est que déjà je sais pas quoi manger, je sais pas quoi prendre, et après si on est des tables de 10 ou de 5, ça prend du temps. Moi je peux pas rester assise comme ça à tabler. Bon, en l'occurrence moi je bois pas d'alcool, donc allez vas-y, apéro, après. Et ça les gens ne te croient pas quand tu dis ça.
Ah ben ça c'est leur problème, hein. Mais tu l'as lu, il y en a beaucoup qui disent mais oui, c'est pas possible. Oui, alors qu'il y a plein de monde qui ne boivent pas dans mon entourage aussi. Enfin c'est rare, mais je vais pas m'inventer quelque chose. Voilà, maintenant s'ils veulent que je boive, tu veux que je boive, ouais, mets-toi dans ta tête que je bois, quoi. C'est ton problème, c'est pas le mien. Voilà. Et tu as dit, j'ai tellement souffert dans ma vie que si j'aimais boire ou me droguer, justement, je serais défoncé du matin jusqu'au soir pour oublier. Ah ben bien sûr. Il y a des fois, je me dis, si j'avais un de ces vices-là, je me ferais une pause d'une semaine dans ma tête et je me défonce ou je bois et je m'allonge et voilà, j'oublie. Quelles sont tes souffrances, Sylvie Ortega? J'en ai beaucoup de souffrances. J'ai eu une vie très très belle. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai commencé très très haut et maintenant je stagne un peu. Donc, tu aimes ta vie? J'aime la vie. Et est-ce que tu aimes ta vie? Il y a des fois, j'aime beaucoup ma vie, bien sûr. Comme tout le monde, ça serait mentir de dire je kiffe ma life, je suis au top tous les jours. Ça, je n'y crois absolument pas. Mais j'aime la vie. Donc, ma vie à moi, avec des hauts et des bas, bon, j'aime ma vie parce que j'ai 2 enfants fabuleux, mes parents vivants. Et voilà, donc oui, j'aime la vie, je tiens à la vie. Ma vie me convient parfois, me convient un petit peu moins parfois, mais c'est les aléas de la vie. Tu t'aimes? C'est quelque chose que je ne me suis jamais posé comme question, mais en même temps, qui se pose cette question-là? Et pourtant, c'est une question importante. Est-ce que tu as de l'estime pour toi? Ah bah oui, bien sûr, oui. Oui. J'ai de l'estime pour moi, oui, bien sûr. Je me sens ni supérieure ni inférieure à quelqu'un. Voilà. Si tu as de l'estime, est-ce que ça veut dire que tu t'aimes? Je me déteste pas, enfin... Pourquoi répondre par la négation? Je me déteste pas. Parce que je vais pas dire je suis amoureuse de moi. Je suis pas amoureuse... c'est quelque chose que je me pose pas comme question, quoi. Si je m'aime, je me réveille pas le matin en me disant chérie, je te kiffe. Non, pas du tout. Non, non, non. C'est moi, je suis comme je suis, donc je vis avec moi-même. Donc oui, quelque part, quand tu vis avec quelqu'un, c'est parce que tu l'aimes. Donc moi, en l'occurrence, je vis avec moi-même. Tu t'es exprimé aussi sur ta sensibilité. Tu vas voir qu'il y a encore de la négation dans ta façon de t'exprimer. Ça, c'est quelque chose que j'ai noté. Tu as dit, je suis quelqu'un de super sensible. Je ne suis pas fragile. Je ne suis pas fragile. Je ne suis pas dépressif. Non. Est-ce que tu t'interdis Est-ce que tu t'interdis d'être fragile? Est-ce que tu t'interdis de dire que ça ne va pas? Et pour toi, être dépressif, est-ce que ça veut dire que c'est être fragile? Non. Alors, je m'interdis rien du tout. Ce que je m'interdis, c'est de parler vraiment de ma vie très très privée. Parce que malgré mon côté très exubérant, excentrique, comme on peut dire, moi je ne m'en rends pas compte parce que je vis avec moi depuis un certain temps, donc je ne m'en rends pas compte. Mais par contre, tout ce qui est du domaine du privé, mais privé, ça ne sort pas. Privé, c'est les enfants. Les enfants, mes parents ou autres, ou la façon que je me douche, ou voilà, c'est privé tout ça. C'est privé. Mais non, je m'interdis rien du tout. Mais quand tu dis je ne suis pas fragile, je ne suis pas dépressive, est-ce qu'il faut entendre que quand on est dépressif, pour toi, on est fragile? Bien sûr. Alors, moi déjà, je vais répondre à ta question. Je ne suis pas dépressif. Il y a des jours où je peux déprimer et être en dépression. C'est 2 choses différentes. La dépression est quand même une maladie qui dure un moment, qui dure même pas mal de temps en général et qui demande un suivi médicamenteux. Voilà. Être en déprime, tu peux être en déprime pour n'importe qui, n'importe quoi, à un moment de la journée, et tu vas déprimer une journée, t'endormir, et le lendemain, ça va être au top. Voilà. Donc oui, j'ai des moments de déprime, mais je ne suis pas du tout dépressif. Pas du tout. Et oui, effectivement, quelqu'un de dépressif est vachement fragile, parce que quelqu'un qui touche la dépression, qui est au bout du rouleau, il a des idées noires. Déjà que nous-mêmes, quand on va bien, quand on a un petit moment de déprime, on a une idée noire. Idée noire ne veut pas dire on va avoir envie de se suicider ou quoi. Hein. Les idées noires, quoi. Il n'y a rien qui va, quoi. Mais si c'est pas un état que
toi, tu as connu à proprement parler? Tu as côtoyé? Ah ben moi, je suis passée dans tous les états. Mais est-ce que tu as côtoyé des personnes qui vraiment souffraient de dépression? Mais bien sûr, en psychiatrie, parce que nous, les anorexiques, on est soignés en psychiatrie. Donc évidemment, donc tout ce qui est schizophrène, bipolarité et comment dirais-je, et dépression, c'est un sujet que je connais bien pour avoir passé des mois et des mois en psychiatrie à cause de l'anorexie. Voilà. Et puis moi je lis beaucoup, je suis très Freud, je suis tout ça. Donc voilà, et puis pendant 7 ans quand même, j'ai appris la psychologie, la psychiatrie, tout ça. Donc c'est un sujet, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, mais c'est un sujet que je maîtrise très très bien. Je t'ai fait rebondir à une de tes citations alors que tu parlais de tes souffrances que tu as connues au cours de ta vie. Tu me disais, j'ai eu plein de souffrances. Dans tes souffrances, je le sais, parce qu'on en avait très brièvement parlé, il y a ton histoire d'amour, il y a ton mariage avec ton mari, que tu appelles, qui est ton mari, qui restera ton mari, je le sais, Ludovic Chancel. Et tu as dit, il est mort dans mes bras. Oui. Comment tu as vécu ce moment? Alors, voilà, ça c'est un sujet que j'aime pas déjà. Alors c'est un moment très difficile parce que, à savoir que Ludo, on vivait depuis longtemps ensemble. Et Ludo et moi, on se voue un amour inconditionnel. Oui, tu parles au présent. Et ouais, bien sûr, ouais. Et avec Ludo, on a toujours dit comme ça qu'il n'y a que la mort qui pourra nous séparer. Effectivement, d'un côté c'est beau, malgré que c'est affreux, mais en même temps c'est beau parce que sa promesse, bah oui, c'est la mort qui nous a séparés. Et à savoir que ce jour-là, il y a un avant, et il y a le moment, et après il y a l'after qui est pas mal non plus, que je ne m'y attendais pas. Donc on s'en remet jamais. En plus, personnalité publique, sa meilleure personnalité publique aussi. Donc moi je pense que c'est sûr que perdre un enfant c'est super dur, mais sa mère Sheila, la chanteuse Sheila. Je ne veux pas. J'ai passé le cap de vouloir la blâmer ou quoi, mais bon, quand tu vois pas une personne depuis 8 ans, même si c'est son fils, ça veut dire que c'est quand même passé à autre chose. C'est pas moi qui l'invente. Ludo a suffisamment fait d'interviews pour faire des appels. Il le disait carrément. Je ne vais pas rabâcher ce qu'il a dit parce que tout le monde est au courant déjà. Mais quand je vois que là, dernièrement, et pourtant je serai toujours à côté d'elle, hein. Elle a besoin, et je suis là. Qu'est-ce que tu vois dernièrement? Voilà. Je vois dernièrement dans les magazines, je parle à Ludo tous les jours. Ludo est à côté de moi, elle est dans ma maison. Mais j'ai envie de te dire, mais Annie, de son vivant, il pouvait être dans ta maison. Pourquoi avoir quelqu'un qui n'est plus de ce monde dans ta maison, alors que de son vivant, et tu ne le voulais pas dans ta maison? Certainement qu'elle a des regrets aujourd'hui. Elle a des regrets. Peut-être que c'est une souffrance. Mais je pense qu'elle souffre, évidemment, sinon elle ne serait pas du tout humaine. Mais bien sûr, parce qu'elle prend de l'âge, elle vieillit, bien qu'elle vit avec son guitariste, je crois même qu'ils sont mariés. Mais donc elle n'est pas seule. C'est son choix. Elle n'est pas seule, voilà. Mais ma souffrance, c'est peut-être pire qu'elle. Mais elle a le droit en tant que maman elle a le droit de ressentir souffrir. Cette souffrance. Mais bien sûr qu'elle a le droit de souffrir. Alors qu'est-ce qui te gêne? Ce qui me gêne, et qui me gênera toujours, et qui gêne Ludo, c'est que combien de fois on lui a dit, hein, un jour ou l'autre, il y en a un qui va disparaître, on ne se reverra plus jamais. La mort est à la portée de tout le monde à n'importe quelle heure, n'importe quel moment. Voilà. Donc, arrivé au bout de 2 ans, je ne te vois pas, ok, voilà, ça passe. 3 ans, ça passe un peu moins. 4, 5, 6, 7, 8 ans, ça passe plus. Tu pleures les gens quand ils sont vivants. Tu pleures. Tu as la compassion pour les gens quand ils sont vivants. Tu vas aider les gens quand ils sont vivants, peu importe le problème. Tu étais là en 2010 quand il y avait une condamnation de sa mère suite à une plainte contre son enfant pour harcèlement téléphonique et menaces. Des heures. Ludovic avait été condamné en 2012. Oui. Tu l'as vécu tout ça? Mais je l'ai vécu bien évidemment puisque j'étais avec lui. Et j'étais avec elle au téléphone.
j'étais avec elle au téléphone. Et Ludo essayait de parler avec sa mère. Bon, je ne dirai pas ce qui s'est passé parce que c'était... Pourquoi harcèlement téléphonique? Parce qu'il demandait sa mère. Il voulait la voir. Et là, je vais rentrer dans quelque chose qui ne devrait pas me regarder, qui ne regarde personne d'ailleurs. Mais pour bien qu'on comprenne, c'est qu'à l'époque, elle était avec son mari Yves, qui n'est plus de ce monde maintenant. Et voilà, donc je peux le dire parce que Ludo en a parlé déjà sur les plateaux et en interview, donc c'est pour ça que je m'octroie le droit d'en parler, parce que ce sont ses mots à lui. Il a bien dit comme ça qu'il ne voulait pas, ça le rendait malade de savoir sa mère avec cet homme. Il a dit sur un plateau qu'elle se faisait frapper. Donc ça te fait pas plaisir de savoir que ta mère se fait frapper et qu'en l'occurrence, toi, tu ne te vois pas. Mais tu te laisses frapper. Comment, Sylvie, on peut en arriver à ce qu'un enfant soit condamné par la justice au travers de sa propre mère? Bien parce que peut-être qu'aussi elle est un... Alors, Sheila, ok, elle a une belle carrière, j'ai jamais jugé sa carrière. De ce côté-là, c'est une femme formidable, elle travaille, le travail lui fait pas peur. Elle a plein de bonnes qualités, je pense. Elle a des qualités, ça c'est sûr et certain. Le problème, c'est que c'est une femme, c'est ça je ne comprends pas, c'est contradictoire. C'est une femme qui est très très forte. Mais à partir du moment où elle est avec un homme, c'est terminé. Voilà. C'est-à-dire elle est assez dominatrice, on voit que c'est une femme de caractère. Donc tu veux sous-entendre que cette condamnation, elle ne viendrait pas de sa mère? Évidemment qu'il y est pour quelque chose. J'aime pas parler des gens qui sont décédés, mais bon... Tu disais, Sylvie, j'ai souffert sur le moment. Donc cette fameuse... je souffre toujours. Je sais. Cette fameuse nuit du 7 juillet 2017. Oui, alors on invente. C'est le 8. Donc c'est n'importe quoi. Tout est n'importe quoi. Il a été dans le coma 48 heures. C'est du n'importe quoi. Donc c'est à la suite, il a succombé, si je ne me trompe pas, à une overdose médicamenteuse. Il a succombé dans mes bras dans notre appartement du 16e. Voilà. Mais quelle était la raison? Les raisons, il n'y a que moi, Ludo et sa mère qui les connaissons. Maintenant, on pourra lui inventer n'importe quoi. Moi, c'est une invention, ce qui est dit dans la presse, overdose médicamenteuse? Non, il y avait des médicaments. Mais, comment dire, c'est un sujet très délicat parce que tout le monde s'approprie l'histoire. Et sachant que Ludo était un ancien cocaïnomane, de suite, voilà. Quand bien même, à un moment, il faut stopper. Arrêter de dire, il est décédé de ci, de ça, de ces... Voilà. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Peu importe le décès. Voilà. Maintenant, c'est facile d'inventer une histoire à quelqu'un. La seule qui se trouvait là ce jour-là, c'est pas toi, c'est pas eux, c'est pas lui, c'est pas le voisin, c'est pas la voisine, c'est toi. C'est moi. Voilà, moi. On ne vit pas à 36 000. Ludo et moi, on vivait rien que tous les deux avec notre chien. Et mon chien, il ne parle pas encore jusqu'à présent. Ok? Donc, tu resteras marqué jusqu'à ton dernier souffle par ce 7 juillet 2017? Ah non, mais non. Il est parti. Il a été déclaré, voilà, machin, le 7 juillet 2017. Chiffre porte-bonheur de Ludo. Il est parti un 07 2017 et il a rejoint sa nouvelle petite maison le 17/07/2017. Voilà, il y a plein de 7. Voilà, et c'était son chiffre bonheur. Et il est né un 7. Bref, on s'en remet pas parce que c'est moi qui l'ai vécu. Et Dieu merci parce que ce ne soit pas sa mère, parce que pour une maman, voir son fils partir dans ses bras, bon, ça ne va pas être le bonheur non plus. Mais ce que j'essaye de faire comprendre, c'est l'immense souffrance que j'ai. C'est moi qui ai vécu avec lui plus de 12 ans. H24, on travaillait ensemble, on se levait ensemble, on s'endort ensemble, on s'engueule ensemble. Tes problèmes, je les prends. Les miens, tu les prends. D'ailleurs, c'est lui qui m'a sauvé un peu de l'anorexie, pour la bonne raison que j'étais tellement sur son problème à lui
que je me suis complètement oubliée, donc tout ne tournait plus autour de moi. Donc lui, il a pris mon anorexie et moi, je me suis concentrée sur lui. Voilà. Donc, chaque moment, je me souviens du avant, du moment, de l'après et d'aujourd'hui. Donc, celle à qui manque le plus physiquement et dans tous les domaines, c'est à moi, puisque c'est moi. On était ensemble et on comptait, on attendait la réponse d'une clinique. Et c'est là où je suis désolée, ça me rend folle, mais folle alliée, excuse-moi de la mettre dans le lot. C'est que des gens comme Loana qui ne veulent pas s'en sortir. Voilà, et qui sont à tout bout de champ dans les cliniques, et qui ne veulent pas rester, et qui prennent 3 semaines la place de quelqu'un d'autre. Parce que Ludo, on a attendu 5-6 mois avant d'avoir une réponse positive pour pouvoir le prendre pendant 9 mois. Et encore, en plus, en désintoxication. On payait. Hein. Pourquoi des intoxications? C'est une question. Pourquoi des intoxications? De toute façon, quelqu'un qui a consommé de la cocaïne pendant très longtemps, j'ai jamais dit que pendant les 12 ans qu'on avait vécu ensemble, il n'en a plus jamais repris. Il devait peut-être en prendre 2 fois dans l'année, mais ça faisait des dégâts comme si... voilà. Et le drame, pour toi, ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'après, tu ne t'attends pas un seul instant à ce que la culpabilité de son départ te soit remise dessus. Ah mais moi, je ne me sens pas coupable. Je me sens pas coupable. Et puis déjà, j'ai le sang de Ludo qui coule dans mes veines. Pourquoi Ce qui est très important aussi à savoir, c'est que moi, je me suis fait opérer d'un rein. Hein, j'ai eu 6 opérations d'un rein, dont une de 18 heures. Hein, où effectivement, bon, j'ai claqué pendant 3 ou 4 minutes. Voilà. Bon, c'est pas le problème, hein, je suis là, je suis vivante. C'est-à-dire, tu as claqué pendant 3-4 minutes? Mon cœur s'est arrêté, voilà, mais bon, ça a été... voilà. Ça a été aussi un épisode de ma vie très très douloureux, ce rein, qui à la base est une malformation du rein. Et celui qui m'a donné son sang, parce que évidemment j'ai été perfusée, c'est le sang de Ludo. Et j'avais beaucoup de chance parce que nous n'étions pas mariés, parce que ça avait été mon mari à l'époque, et il ne pouvait pas me donner son sang. Voilà. Mais comment tu l'as vécu, ce contre-coup d'après que tu ne pouvais pas prévoir? Pourquoi on a voulu te remettre la culpabilité de son décès sur tes épaules? Parce que c'est comme ça. C'est toujours bien. Donc à l'époque où je suis avec Ludo, je suis la femme parfaite, qui l'a sorti de la drogue, qui l'a sorti de ses démons, qui l'accompagne partout. C'est moi qui envoie un bel homme qui est reconstruit. On voit un couple discret. Mais pourquoi Benjamin Castaldi, par exemple, a dit que tu étais parti il n'y a pas 36 000 mots. De son départ. Alors, Castaldi, c'est parce qu'il s'est lié d'amitié, je l'avais déjà dit, je le redis, il s'est lié d'amitié à Sheila. D'ailleurs, je pense que leur amitié est cassée, il n'y a plus d'amis là. À Sheila. Et il a mis comme marraine de son nouveau bébé, là, du bébé, enfin de l'enfant de Manon, là, le dernier né. Voilà. Donc, il a dû se dire petite vengeance, tout simplement. Je ne vois pas ce que Ludo venait faire ce jour-là sur le plateau, or que ce n'était pas du tout le sujet. C'est comme si moi je lui avais balancé, mec, j'ai fait la teuf avec ton fils hier soir, on s'est vachement éclaté. Oui, mais ça y va, hein. Les faits qui t'étaient reprochés étaient quand même très très graves. Mais c'est super grave. C'est-à-dire qu'en gros, on te rendait responsable de son départ, de l'avoir tué. Oui, de l'avoir tué. À part que j'ai ni fait garde à vue, ni j'ai été en tôle. C'est ça qui est fabuleux. Ça a fait de moi la plus grosse meurtrière de France, mais qui a le droit de tuer les gens et qui reste en liberté. Voilà. Donc, bon. Tu t'es laissé faire ? Après, ils se disent dans la bienveillance sur ce plateau. Après, il ne faut pas toucher une femme. Après, il ne faut pas d'insultes. C'est bienveillant. Il ne faut pas juger. Leur nouveau mot à la mode, c'est les donneurs de leçons. Mais qu'est-ce que tu m'as fait ? Tu m'as inculpé. C'est un tribunal. Là, ce jour-là, c'était carrément un tribunal où on m'inculpait. Carrément. Tu as déposé plainte ? Oui, alors bien sûr. Pour diffamation ? Voilà. Alors j'ai déposé plainte. Il a eu une chance de cocu, c'est le moment de le dire. Il a eu une chance de cocu, le mec. C'est-à-dire que son avocat est un ami à moi. On se connaît. Ça a été mon avocat aussi. Hein, et ça l'est pour certaines choses aussi encore. Voilà.
Donc le problème, moi, quand j'ai commencé à régler les comptes, j'ai envoyé à Cyril des photos un petit peu compromettantes de Benjamin et de mon mari. Ah oui, Ludo a 47 ans aujourd'hui, l'autre abruti doit avoir 50 balais ou 50, je ne sais pas quel âge il a, enfin bref. Voilà, donc ils se sont connus jeunes, tous les deux ils ont travaillé avec Michel Drucker, donc tu penses bien que les deux ont fait la fête ensemble et que je connais. C'est-à-dire que moi, Ludo, il a baigné dans toute sa vie là-dedans. Et pourquoi t'as envoyé ça à Cyril Hanouna? Ben parce que je lui ai dit, je lui ai dit, je vais le coincer. Avec Cyril, on se parle souvent, tu vois. Et je vais le coincer. Je dis que je veux des excuses, oh, sinon voilà. Moi, c'est ma propriété. C'est une menace. Non, c'est pas une menace. C'est pas une menace. J'ai pas menacé en disant que s'il se passe ça, je ça. Moi, je menace pas, je balance, hein, je m'en fous, hein, sans me prévenir. Hein. J'ai pas besoin de menacer quelqu'un. Pour le coup, là, t'as prévenu. Là, j'ai prévenu, voilà, pour qu'il se chie dessus. Et c'est chié dessus. Donc, c'est une menace. Et c'est chié dessus. C'est pas vraiment une menace, j'appelle pas ça une menace. C'est trouver un terrain d'entente. Voilà. Voilà. C'est tout. Et donc, au final, il n'y a pas eu d'action en justice de ta part? Il savait très bien. Non, je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Parce que ce fameux matin-là, où alors, ils m'ont annoncé sur le plateau de TPMP, souviens-toi, pour régler les comptes avec Benjamin. Voilà. Et après, je n'ai pas été, souviens-toi. Ils ont annulé l'invitation. Pourquoi? Parce que ce fameux matin, la veille où je suis avec Cyril, parce que Cyril, il sait que je connais plein de monde. Cyril, il sait que je baigne dans le même milieu qu'eux. Cyril, il sait que je connais des dossiers sur tout le monde autour de la table. Cyril, il me connaît, il sait. C'est-à-dire que tu peux éteindre certains chroniqueurs de TPMP? Oui, bien sûr. Bien sûr. Enfin bref, je ne suis pas là pour ça, je m'en fous. C'était une question. Voilà, ouais. J'ai pas envie de les éteindre parce qu'ils ne m'intéressent pas déjà, mais enfin, bon, voilà. Je rebondis sur ce que tu dis. Voilà, ouais. Mais j'adore Janton par contre. Il y en a plein que j'aime bien. Hein. J'adore Cyril, j'adore Janton. Voilà. Ça fait deux. Ouais. Enfin bref. Et du coup, j'ai perdu. Voilà. Donc le matin, il y a donc. Ils m'ont fait à Lambert, mais je le savais, je m'en suis doutée. Quand il m'a appelé le matin, il me dit ça va Sylvie? Je dis oui, et toi? Je dis tiens, ça fait longtemps que je t'ai pas eu au téléphone. Donc l'avocat? L'avocat. Je suis contente de t'avoir, comment tu vas et tout. Voilà. Et il me dit comme ça, oui, tu as eu un problème avec Benjamin? Je dis oui, voilà. Et moi, je me livre un petit peu, mais j'aurais pas dû. Mais j'ai fait confiance en même temps un peu à notre amitié. Tu vois, là, je parlais pas vraiment à l'avocat. Tu vois? Je veux pas dire qu'il me l'a mise à l'envers, mais il me l'a foutu un petit peu à l'envers quand même. Mais c'est pas grave. Je lui en veux pas. Je l'aime beaucoup, c'est pas grave. Et puis, il me dit, mais t'as qui comme avocat? Donc, je lui dis qui j'ai comme avocat. À part que mon avocat, elle a mal fait les choses. C'est-à-dire que quand tu fais une plainte comme ça, pour avoir un suivi, il faut que tous les 3 mois, ton avocat se rende au tribunal. Te rend au tribunal et... Jusqu'à l'audience. Jusqu'à l'audience. Qu'on te fixe généralement un peu plus d'un an après. Voilà. Et là, la chance qu'il a eue, c'est que ton avocat ne s'est pas présenté. C'est que mon avocat n'a pas fait tous les 3 mois le truc. Et quand il m'a posé la question... Donc la procédure s'est arrêtée d'elle-même pour cette raison. Est-ce que mon avocat... Et là, j'ai compris le truc, j'ai dit, mais bien sûr, il a fait. J'ai appelé mon avocat et il ne l'avait pas fait. Donc il s'en est tiré parce que sinon il ne s'en tirait pas. C'est impossible. Donc après, il s'est senti bien. Très bien, on n'invite plus Sylvie, c'est plus la peine. Mais moi, il n'y a personne qui me fait peur, il n'y a personne... Moi, je vais au combat toute seule, moi, je ne ramène pas toute une clique. Hein. Eux, ils sont quand même nombreux sur le plateau à m'avoir défoncé la gueule. Hein. Moi, j'étais seule avec moi-même. Hein. T'as dit, Sylvie, t'as ajouté, bientôt certaines vérités éclateront. Sheila et moi savons une chose, oui. Mais combien de temps va-t-on pouvoir garder ce secret qui nous ronge? Bah oui, qu'est-ce qui vous ronge chez là un secret, et donc toi je peux pas le dire. Et puis de toute façon, il y a une Mais concernant quoi? Il y a une enquête là-dessus. Donc, mais concernant qui? Bah, concernant, à mes yeux, Ludo ne sait pas. Déjà, c'est improbable, il ne sait pas.
La veille, on prépare les vacances, on prépare les valises. Donc tu penses à un meurtre? Bah, écoute, qui peut livrer une trentaine de boîtes de médicaments? Qui? Ludo, il ne peut pas aller chercher des médicaments en pharmacie. Toutes les pharmacies le connaissent du 16e. On peut nous dépanner d'une boîte, si tu veux, de Xanax, si on n'en a plus. On peut nous dépanner d'une boîte de quelque chose sans ordonnance. Mais même si tu es connu, il n'y a personne qui te donnera 30 boîtes de médicaments, peu importe quel cacheton c'est. Mais il n'y a personne. Voilà. Donc toi, tu penses que c'était pensé? Mais bien sûr. Et donc tu nous dis qu'il y a une enquête. C'est un sujet que je ne peux pas parler, mais ces 30 ou 40 boîtes de cachetons ne sont pas arrivées là tout seul. Et ce n'est pas Ludo qui a été les chercher. Voilà. Ok. Donc si on suit ton discours, il y aurait une enquête en cours, c'est ça? Mais l'enquête n'a jamais. C'est pas qu'il y ait une enquête en cours, c'est que quand quelqu'un décède, peu importe, que ce soit avec des médicaments, de la cocaïne, de l'héroïne ou je ne sais quoi, d'autres, c'est pas une mort naturelle. Donc, ça fait 5 ans que Ludo n'est plus de ce monde, mais l'affaire n'est pas clôturée. Bon, à part que sa mère et moi, dans les 2 mois après que Ludo s'en est allé, on a été mis hors de cause de suite. Ils sont bien obligés quand même d'enquêter, voilà. Mais pour toi, ça éclatera. La vérité finira par éclater. Et là, ça ne sera pas de notre faute à nous, ce sera par un tiers. Ah, donc tu sais quelque chose qui se prépare. Ouais. Et qu'on n'a pas envie, elle et moi, mais ça va nous mêler. C'est une personne que le grand public connaît? Pas spécialement, non. Non. J'aimerais qu'on fasse un petit point par rapport à Loana, parce que vous étiez extrêmement amis. Vous ne l'êtes plus depuis des mois. Tu ne l'as pas épargné dans les médias. Et ce qui n'a pas arrangé ton cas suite à ces plateaux de TPMP, c'est que tu as été aussi accusé par la suite d'avoir fourni des médicaments à Loana et d'être responsable quelque part de son mal-être. Alors, on va remettre les choses à l'endroit. Tu es là pour ça. Elle ne m'a pas épargné. Je ne l'ai pas épargné après, mais ce n'est pas moi qui ne l'ai pas épargné dans un premier temps. Dans un premier temps, je la défendais. Et on n'était pas extrêmement amis. Nous étions amis. Sur TPMP, tu as été accusé de lui avoir fourni des médicaments, en gros de l'avoir drogué. Oui, mais bon, plus personne n'y croit à l'heure d'aujourd'hui. Hein. Ça, tout le monde le sait bien. Plus personne n'y croit. Oui, mais tu as dû défendre là-dessus. Mais j'ai même pas pu me défendre, parce qu'on ne m'a pas laissé la parole. Il y en a un abruti qui m'a sorti mais vous êtes pharmacienne pour livrer ça? Mais toi, quand tu me donnes un Doliprane, tu es pharmacienne pour m'en donner un? Parce que tu disais que tu lui donnais quelques Xanax. Non, alors quelques Xanax, c'est 2 Xanax, d'accord? Et 2 Imovane. Et quelques jours plus tard, elle fait une interview en disant comme ça, ah ben moi je peux prendre 2 plaquettes d'Imovane, c'est-à-dire c'est des somnifères, ah ben ça me fait rien, je reste debout. Hein. Donc contradictoire. 15 jours avant, elle dit que j'ai voulu la tuer avec 2 cachetons. 15 jours après, dans une interview, je peux m'avaler 2 boîtes d'Imovane. Mais ces accusations sont graves. Est-ce que tu as laissé passer ça? Mais non, je ne laisse pas passer ça. T'as fait quoi? Mais, alors, le problème dans ces cas-là, c'est déjà que Loana n'est pas saine d'esprit. Donc, tu amènes l'affaire au tribunal, il va se passer quoi? Elle sera emmenée directement en psychiatrie. Elle peut pas, on peut pas, c'est la loi française. C'est la loi, c'est comme ça. C'est comme ça. Moi, en l'occurrence, je suis saine d'esprit, j'ai pas d'addiction. Donc, en l'occurrence, elle, tout le monde connaît sa vie, même que ce soit les flics ou les établissements psychiatriques, ils la connaissent. Donc, elle va plaider quoi? La folie. Mais aujourd'hui, tu as de la peine pour ton ancienne amie? Non. Pourquoi aurais-je de la peine? Elle choisit sa vie, c'est sa vie à elle. Tu l'as aimée? Ouais, je l'aimais bien, ouais. Oui, je l'aimais bien, ouais. Je l'aimais bien. Même si c'était des luttes à toujours observer ce qu'elle fait et ce qu'il ne faut pas faire et machin truc. Ouais, j'en ai chié. Mais on avait des bons moments. On a eu des bons moments, ouais. Mais je savais qu'un jour ou l'autre, elle m'aurait planté un coup dans le dos. Elle a fait à tout le monde. Donc, mais c'était pas grave. Mais je m'attendais vraiment pas à ça. Les médias institutionnels ont tendance à dire que c'est la télé-réalité qui est responsable de
de la descente aux enfers, c'est ce qu'on peut lire de Loana. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Elle a dit que non, mais moi oui, parce que c'est quelqu'un quand même qui n'a pas évolué depuis 20 ans, qui veut rester, qui garde encore cette image, qui veut être bimbo, or qu'elle n'a plus rien pour être une bimbo. Elle pourrait, si elle faisait un long séjour en psychiatrie et qu'elle faisait un joli relooking, les cheveux, enfin bref, j'ai pas jugé son physique, chacun fait ce qu'il veut, s'habille comme il veut, mais bon, si tu veux être une bibo et garder ton truc d'il y a 20 ans en arrière, tu le cultives, mais en évoluant. Bon, elle n'a pas su le faire, c'est comme ça. Maintenant, ça descend aux enfers, elle a une mère, elle a une fille, elle a eu de l'argent, elle a tout eu sur un plateau, donc je ne peux pas pleurer pour elle. Affida Turner, à ce propos, a dit « On ne joue pas dans la même division en parlant de Loana. Des gens comme ça ne m'intéressent pas. Des gens à qui on a tout donné, sans talent et qui se défont, ça ne m'intéresse pas parce que nous, on va au charbon. » Qu'est-ce que tu penses des propos d'Affida Turner sur Loana? Je pense qu'elle a raison. On aime ou pas Affida, elle est comme elle est, mais elle au moins elle travaille, elle va au charbon, elle se trompe pas. C'est une fille qui peut se regarder dans la glace, même si elle est très excentrique, tout ça. Moi, j'aime beaucoup Affida, elle a beaucoup de bons côtés, elle a bon cœur, et c'est quelqu'un que quand tu es avec elle dans la réalité, qui ne parle pas vulgairement, qui est très douce, et qui va au charbon, qui m'appelle le matin, bien je suis levée, il est 7h du mat, allez viens au sport avec moi, tu vois. Maintenant, elle a son image... bon, à elle, ça la regarde, c'est son problème, mais moi je pense comme elle. Moi je ne peux pas pleurer pour Loana. Non. Elle choisit sa vie. Elle choisit. Alors là, ce que j'aime aussi, c'est ouais, mais son entourage, machin. Mais bordel, qui choisit ton entourage? C'est toi ou les autres? Moi, mon entourage, c'est moi qui me le choisis. Faut-il encore être en capacité de le choisir, voilà, son entourage? Voilà. Mais c'est comme on a inventé des histoires à Ludo, à ses amis. Mais quelqu'un qui est cocaïnomane, il n'a pas d'amis. Quelqu'un qui a des addictions, ils n'ont pas d'amis. Donc Ludo n'avait pas d'amis. Donc on arrête de lui inventer des amis. Et c'est pas parce que tu connais quelqu'un que tu es ami avec. Donc non, Ludo n'avait pas d'amis. Il avait ma famille et moi. C'est tout. Il n'a pas d'amis, Ludo. Voilà, il en avait un à Cannes, effectivement, très bon ami. Voilà, c'est tout. Oh, sinon, il n'a pas d'amis. Et Loana, elle n'a pas d'amis non plus. Elle n'a pas d'amis. Ces gens-là, dans leur carnet d'adresse, ils n'ont qu'une chose. Le numéro d'un dealer, c'est tout. Voilà. C'est tout. Donc voilà. Après, elle a voulu jouer avec le Héril, qui ne sert à rien du tout. Bon, ok. Why not? Après tout, tu fais ce que tu veux. On m'a mêlé dans une conversation, dans un bordel phénoménal, alors que j'avais jamais vu ce mec-là de ma vie. La première fois que je l'ai vu, c'est sur TPMP. Résultat des courses, ils sont en froid. Il a viré de chez elle avec perte et fracas. Il veut plus la voir. Il s'invente des vies. Il a utilisé les concerts, tourner des concerts. Non mais c'est une blague. C'est une blague là aussi. C'est une blague. En fait, ils avaient besoin les deux avaient besoin l'un de l'autre. C'est-à-dire que Loana, à la rue, bah évidemment, Eril, je dors chez toi, même si je ne peux pas t'encadrer et que tu me sors des yeux. Et lui, bah, vu qu'il n'est pas, c'est pas un artiste, j'ai besoin de toi pour pousser la chansonnette, quoi. Voilà. Et en fait, c'est super toxique. Là, on m'a rappelé cet été, après l'été, là, en septembre, pour m'occuper de Loana. Non, je ne m'occupe pas de Loana. Non. Pourquoi? Mais elle te veut, elle te demande. Il a jeté comme une merde. Ben, c'est pas mon problème, moi. Donc tu ne veux plus renouer? On m'a traité de meurtrière, il faudrait que je sois vraiment la reine des bah attends, pourtant je suis pas quelqu'un de rancunière, mais là il faudrait être vraiment très pour retourner à faire des mimiques et ma chérie et mon truc. Non mais ça va pas quoi. Évidemment je lui souhaite pas du mal. Je ne souhaite pas du mal, je souhaite de... Moi c'est une fois que c'est fini, je ne souhaite plus rien à personne, ni mal ni bien. Alors, concernant tes projets, Sylvie, tu as dit mon histoire d'amour avec Paris prend fin. Bientôt, je dirai au revoir à Paris pour me tourner vers d'autres horizons. Tu as quitté la capitale? Alors écoute, je suis toujours en hésitation. J'hésite.
j'hésite. Donc, j'étais super chaude le jour où je l'ai écrit, mais je réfléchis encore un peu. Ok. Voilà. Si tu pars, tu t'éloignes de tes enfants, c'est peut-être ça qui te fait réfléchir. Non, mais je pars pas non plus en Thaïlande. Hein. Si je pars, ça sera en Italie. Donc, c'est pareil, hein, pour mes enfants, je prends l'avion en 2 heures. Voilà. T'es amoureuse? C'est peut-être pour ça que j'hésite de partir. Je ne sais pas. Tu pourrais refaire ta vie, maintenant qu'on connaît un petit peu mieux ton histoire, que tu nous l'as plus expliqué, qu'on sait que l'homme qui a partagé ta vie, ton mari, tu parles encore de lui au présent. Est-ce que tu pourrais... mais c'est une souffrance. Je me lève Ludo, je mange Ludo, j'ai compris. Je me couche Ludo. J'ai compris, mais tu restes une femme aussi. Et est-ce que tu te sens apte à refaire ta vie avec un autre homme? On ne refait pas sa vie, on continue une vie. Voilà. Soit on fait le choix de la continuer ou de l'arrêter, quand c'est trop insupportable. Moi, en l'occurrence, je ne peux pas arrêter ma vie parce que j'ai des enfants et mes parents. Voilà. Et c'est jamais la solution, je crois. Ça, chacun voit, mais enfin, moi, je suis croyante, donc je ne suis pas pour les suicides. Moi, je te le dis, c'est jamais la solution. Et quoi qu'il arrive, il vaut mieux appeler un numéro d'écoute que je vous mets en bandeau juste en dessous. Non, dans ces cas-là, il n'y a pas d'écoute. Si? Ah bah si, Sylvie. Non. Ah mais si, Sylvie, quand on est en détresse, il faut parler à quelqu'un, il faut se faire conseiller. Moi, j'ai vu Ludo appeler dans une grosse détresse. À part moi, après, appeler des pompiers pour l'emmener à l'hosto, c'est tout ce qui est... Oui, mais c'est important de parler à quelqu'un dans un moment de faiblesse. Moi, ça, j'en suis convaincue. Et c'est le message que je veux transmettre. Moi, par contre, je suis absolument incapable de parler à quelqu'un quand je suis en détresse ou que je vais mal. Peut-être toi, mais s'il y a des personnes qui sont en train de nous regarder et qui sont en détresse, moi, je veux les encourager. Faut pas les laisser, je veux pas qu'ils restent seuls, ces gens-là. Tout le monde n'a pas ma force. Maintenant, les gens qui sont susceptibles de chavirer, oui, bien sûr, il faut une écoute. Voilà, on est d'accord là-dessus. Et on est d'accord là-dessus. En général, c'est peut-être même mieux de parler à un ami ou SOS, détresse, amitié ou je sais pas qui, là, plutôt que peut-être à ses parents, parce qu'on n'ose pas toujours se confier à ses parents. C'est pour ça qu'il y a des numéros spécifiques qui sont mis en place. Voilà, et ça c'est très important. Ces numéros-là, ils sont évidemment, effectivement, très importants. Moi, je parle avec mon âge, je parle avec mon expérience de vie, donc j'arrive à me gérer, bien que quand Sheila dit comme ça qu'elle a un suivi d'ordre psychologique, moi je l'ai aussi, je l'ai depuis des années. Donc voilà, elle n'a pas le monopole de la souffrance. Et donc, est-ce que tu te sens apte à poursuivre ta vie, à continuer je continue ma vie, oui. Avec un autre homme? Le problème, c'est que oui, alors oui. Mais le problème, c'est que la personne que je suis susceptible de fréquenter en ce moment est une personnalité aussi. Qu'on connaît? Sûrement, peut-être. Et ce qui est délicat, c'est qu'on va être obligé de vivre pendant un petit moment à 3, parce qu'il y a encore Ludo. Et c'est très difficile. Et c'est normal que ça le gonfle un petit peu. Tu vois. Il a l'impression de ne pas avoir sa place. Donc, il a sa place, mais il sait que Ludo est très présent, même s'il sait que je ne peux pas le tromper avec Ludo, parce que Ludo n'est plus là. Mais il est hors de question qu'on me dise enlève la photo de à côté du lit de Ludo. Même si c'est pourtant mon mec. Et c'est vrai que comment? Je peux pas le dire, sinon on va savoir qui c'est. Ah oui, pardon. Voilà, donc c'est très très délicat, oui, bien sûr, ouais. Je le comprends. Donc c'est pour ça que j'ai une dure... ma décision, elle est super compliquée. Elle est super compliquée parce que je sais que le pauvre, il va bouffer du Ludo pendant un petit moment. Merci Sylvie. Avec grand plaisir. On a papoté longtemps. Longtemps. Ça a duré un moment. Ouais. Ça m'a fait plaisir de te poser des questions pour m'intéresser à toi, à ta vie. En fait, les gens s'intéressent beaucoup à moi au niveau, dès que tu as un nom, je m'appelle Sylvie, mais c'est vrai que les gens n'approfondissent jamais qui je suis, et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à me dévoiler, et voilà, ce qui est privé est très privé, on aurait pu, c'est vrai, approfondir sur plein de choses, mais bien sûr, je suis traumatisée par beaucoup de choses, notamment par 3 choses, un traumatisme à vie, et
et voir l'homme de ta vie partir dans tes bras, il n'y a pas pire. Si, un enfant, enfin, de toute façon, il n'y a pas pire que la mort. Donc, que ce soit ton enfant ou la personne que tu aimes, parce que tu es censé vivre avec, tu as mené des combats avec, tu as tout fait pour qu'il vive, il a tout fait pour que je vive, puisqu'il m'a donné son sang. Je ne m'en remettrai jamais. D'ailleurs, j'ai failli mourir de chagrin. Et des fois, je repense dans des chagrins très, très profonds. Ouais, bien sûr. Merci Sylvie de nous avoir partagé un bout de toi pendant cette interview. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Oui. Ton compte Instagram, c'est Sylvie-Ortega. Ta page Facebook, c'est Sylvie Ortega. Je n'y vais jamais sur Facebook. C'est vrai, je ne vais jamais sur Facebook. Mais il y en a une quand même. Il y en a une, je ne vais jamais sur Twitter. Et le grand désespoir de mes fans, entre guillemets, ou de ma communauté, je ne sais pas comment on va l'appeler, ils adoraient que j'ai un TikTok. J'ai un TikTok, mais hélas, j'ai pas trop le temps. Non, ça c'est du mensonge. Je sais pas m'en servir. T'as pas pris le temps de te plonger dedans. Je vais te montrer. Je sais pas m'en servir. Voilà. J'étais comme toi avant. Maintenant, moi, ça va mieux. Mais ils adoraient et je voulais leur dire comme ça que je les aime de tout mon cœur. Et ceux qui me détestent, continuez à me détester parce que bordel, avec mes 260, je sais pas combien de cas que j'ai sur Insta, vous êtes quand même 37 cas à 40 voire 70 cas à me regarder tous les jours, à regarder tous les jours mes stories. Et moi, sachez que mes follow, ce sont des vrais. Ce sont des vrais. Merci Sylvie. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité, toujours, bien sûr, surtout des confidences en toute intimité. À bientôt.